Cette histoire commence quelques semaines après avoir quitté Port Kalim pour Ballonrah. Nous longions alors les côtes du golfe de l'Agmen, quand une terrible tempête se leva d'un seul coup et nous emporta vers le large. 5 jours durant, notre navire fut chahuté par des vagues hautes comme des montagnes. J'entendais presque les créatures marines, autour de nous, hurler de faim et de colère, trépignant d'impatience pour que nous leur servions de nourriture. Malgré l'assurance du capitaine et l'expérience de son équipage, le navire subit plusieurs avaries, et nous nous retrouvâmes, une fois la tempête passée, trop loin vers l'est de notre destination. Pour ma part, après plusieurs décennies d'aventure à terre, je ne voyais pas d'inconvénient à faire un peu de canotage sur l'océan. Après tout, j'avais laissé derrière moi quelques mécontents sur ma route, et la perspective de rentrer à Zakabine ne m'enchantait guère. Même si un Drelin savait se cacher, dès qu'il le désirait, je n'avais aucune envie de mettre un terme à mes aventures parmi mes chers humains. Aussi contre mauvaise fortune bon cœur, je mis la main à la pâte avec l'équipage, pour retaper les mâts et les voiles endommagées. Sous un soleil devenu de plomb, nous nous retrouvâmes bientôt sans chemise. La grand-voile, parée de 1000 motifs bigarrés, était magnifique. Il y avait parmi nous un riche marchand de Valador et sa femme. Les marins eurent beaucoup de mal à détacher le regard du grand mat, car, dès que le vent se mettait à souffler, on pouvait voir les froufrous colorés et les dentelles immaculées onduler puis se gonfler sous l'effet du vent. Humour d'humain, je supposais à l'époque. C'est après cela que les choses se gâtèrent. Tandis que nous remontions vers le nord pour reprendre notre route, nous fûmes pris en chasse par des pirates. Malgré un vent arrière bienvenu, l'étrange navire ne cessait de gagner du terrain sur nous. Quand je dis étrange, c'est parce que je n'en avais encore jamais vu de pareil. C'était un bâtiment de taille plus modeste que le nôtre, mais l'assortiment et la disposition de sa voilure le rendaient terriblement efficace, avec ses vents tourbillonnants. Au bout d'une heure de poursuite, il fut à portée de nos canons. Mais, si nous n'avions pas eu autant de passagers, je pense que le capitaine aurait directement fait face à nos poursuivants. Pourtant, espérant que la lassitude finisse peut-être par les gagner, nous voguâmes ainsi jusqu'à l'ennui. J'avais fait l'acquisition, lors d'un séjour à Ludbury, une cité plus à l'ouest, d'un magnifique cimeterre, dont je n'avais pas encore eu l'occasion de me servir pour sauver ma peau. Bien sûr, de tous les matelots présents, j'étais le plus aguerri. Quand on a vécu une guerre aux côtés des dieux, ce n'est pas un petit abordage qui m'aurait fait frissonner de peur, mais plutôt d'impatience et d'excitation. Une fois les échanges de boulets effectués, et ces pirates à la peau jaune furent d'une précision redoutable pour viser la coque de notre navire, vint enfin les choses sérieuses. Leurs canonnières percèrent un large trou, juste au-dessus de la ligne de flottaison, nous forçant à nous arrêter et les combattre sur notre propre pont. Avec l'agilité de ce que les humains appellent « félins », ils grimpèrent le long de la coque, lame entre les dents, couteau à la ceinture et la rage dans les yeux. Quel combat, mais quel combat! Ce fut aussi un massacre, il me faut bien l'avouer. Au premier qui passa la tête au-dessus du bastingage, je la lui tranchai aussi nette que s'il avait été un fruit. Pour le second, ce fut la main, et comme nous venions d'en savonner le bois, il glissa, poussant un cri d'effroi, avant de s'écraser sur ses camarades qui attendaient leur tour, sur le pont de leur navire. Les troisième et quatrième étaient 2 géants à la peau brune. Le crâne chauve, de longues moustaches effilées leur barraient un sourire carnassier, et leur corps arborait tant de cicatrices et de tatouages, qu'il était impossible de les différencier. Le plus massif des 2 tenta directement de m'écraser sous son énorme masse d'armes. Bien sûr, il ne m'atteignit pas, et en échange, je lui offris quelques entailles bien placées. Le plus malin avait commencé à me contourner, les 2 gredins agissant de concert, et ce ne fut que par le plus grand des hasards que j'évitai le coup en traître de celui-ci. Ma botte s'étant prise dans le trou qu'avait laissé l'attaque du plus gros, je me retrouvai sur mon séant, une botte en moins mais la tête toujours sur les épaules. Autour de moi, c'était un carnage, il ne restait déjà plus que la moitié des hommes d'équipage. Et malgré la furie qui régnait, on pouvait entendre les hurlements d'agonie des passagers qui s'étaient réfugiés dans les cales. Trop pressé par mes 2 adversaires,
je laissai cette affaire de côté, pour me concentrer sur ma propre survie. D'un bond, je me remis sur pied, et profitant de ma petite taille, tels les fameux félins, je bondis de gauche à droite, donnant le tournis à mes ennemis, avant de réussir à porter une attaque décisive sur le plus gras. Mon arme caressa, dans sa grande largeur, le ventre bedonnant du pirate, qui la seconde d'après, déversait sur le pont du navire toutes ses entrailles, en un flot presque intarissable de viande et de sang. Ses yeux exorbités me fixèrent, incrédules, un instant, avant que son corps énorme ne s'écrase finalement, désarticulé, comme un colosse de chair, abattu. Le combat ralentit. Autour de nous le vent s'était levé, et les vagues de plus en plus hautes commencèrent à s'engouffrer à l'intérieur de notre navire, qui désormais tanguait dangereusement. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que nous ne sombrions tous. Néanmoins, mon adversaire ne semblait point s'en soucier, peut-être voulait-il me faire payer la mort de son ami ? Aussi je n'eus d'autre choix que de l'affronter. C'était un bon bretteur, et ses deux lames faillirent à maintes reprises avoir raison de moi. Mais, hélas pour lui, une vie ne lui aurait pas suffi pour venir à bout du vieux Drelin que j'étais. Agité par la tempête qui se levait, tout ce qui n'était pas solidement attaché se mit à rouler, et voler en tous sens. Cordages, poulies, voiles, coffres et tonneaux, autant de pièges à ma disposition que j'en souriais presque. Je profitai de l'instant où la proue du navire s'écrasait sur une vague, pour porter mon attaque. Je sectionna alors deux cordes, libérant une poulie qui sous la tension fusa comme un missile vers mon ennemi, le frappant à l'épaule. Sous l'impact il se retrouva au sol, groggy. D'une pichenette, je faisais sauter la cale qui retenait de grosses barriques d'huile. Aussitôt elles roulèrent à vive allure à travers le pont, pour finir par écraser, comme une galette, mon infortuné adversaire. Mais ce que je n'avais pas prévu dans le feu de l'action, c'était que l'huile une fois libérée se rependrait, et quelque part, en dessous, qu'une torche l'enflammerait. Tel le souffle d'un dragon, l'incendie se propagea. Des pirates en flammes remontèrent terrifiés des profondeurs du navire, suivis par une épaisse fumée noire. Puis il y eut une explosion, suivie d'une seconde, qui dut éventrer le flanc droit du navire car celui-ci se mit à s'étaler, poussé par les vagues de travers, sur la jonque des pirates. Je m'agrippai de toutes mes forces au bastingage, quand survint la troisième explosion. La dernière image que je vis, fut une gigantesque boule de feu en dessous moi et la sensation irréelle que je m'en éloignais à une vitesse ahurissante. Lorsque je repris connaissance, le fracas du combat s'était tu. Seul, le cri d'une mouette au-dessus de ma tête et le ressac des vagues résonnaient dans mon crâne. Devant moi, s'étendait à perte de vue, sur ma gauche une ligne sans fin de sable blanc, et sur ma droite, telle une muraille verdoyante, d'immenses plantes aux feuilles larges et aux troncs effilés. Le ciel était toujours gris, la tempête grondait toujours au loin mais le soleil avait cette blancheur aveuglante, qui pour tout Drelin s'apparentait à un supplice. Je m'empressai donc de rejoindre le couvert de cette forêt, ignorant tout de ce que j'allais y trouver. J'étais sans armes, vêtu des restes en lambeaux de mon pantalon, et ma peau toujours habituée aux terres sous la terre, commençait à roussir sous l'effet du soleil intense. Tout n'allait pas pour le mieux, mais au moins, j'étais encore en vie et j'avais déjà survécu à pire situation. Après plusieurs jours, à organiser ma survie, je me préparais donc à partir en expédition, quand j'avisa à la périphérie de mon regard une étrange silhouette qui m'observait. À l'abri derrière une grosse roche basaltique, je ne pouvais voir que sa peau sombre et ses cheveux noirs et crasseux. Dans les proportions, il faisait ma taille et durant un instant, je le pris pour un Grolin, mais cela n'aurait pas survécu bien longtemps sous ce soleil implacable. Il s'aperçut lui aussi que je l'avais repéré, et s'empressa, tel un serpent craintif, de disparaître dans la jungle. C'est à ce moment que je me rendis compte, imprimant cette silhouette intrigante dans mon esprit, qu'il s'agissait peut-être d'une jeune fille ou d'une petite femme, endémique à cet endroit. Malgré mes nombreuses rencontres parmi les voyageurs et les marins d'Icarion, je n'avais jamais vu ni entendu parler d'un tel peuple sous ces latitudes. C'est donc le cœur plein d'espoir et de curiosité, que je ramassai mon barda, fait des restes échoués que la mer avait bien voulu rejeter,
et m'enfoncer dans la jungle à la recherche de ma mystérieuse visiteuse. L'intérieur des terres se révéla loin de mes espérances. Passé le sable fin, les arbres aux noix juteuses et les fleurs aux odeurs enivrantes, qui auraient pu me faire penser au jardin de Zakabine, la jungle se révéla être un bourbier infâme et puant. L'humidité était étouffante et tout ce qui traînait sur le sol était dans un état de décomposition tel que mes pieds s'enfonçaient à moitié dans cette boue spongieuse. Après plusieurs heures à patauger dans ce cloaque, traversant mangroves et marais stagnants, j'arrivais enfin à m'extraire et poser le pied sur un sol solide. Par chance, il n'était venu à l'idée d'aucune créature, sans doute immonde et mortelle, de venir goûter du drôline. Je sentais bien autour de moi des regards insistants, mais malgré mes facultés de rôdeur, cet endroit n'avait rien de commun avec la sèche Icarion, la moindre trace, le moindre parfum se retrouvait terni par cet enfer vert. Perdu en plein cœur de ce milieu hostile, à la tombée de la nuit, il me fallait rapidement trouver un abri et si possible aisément défendable. Le terrain s'était depuis un moment surélevé et je finis par trouver, avec satisfaction, une anfractuosité à même le flanc d'une petite falaise, d'où ruisselait une fine chute d'eau qui s'étalait, en contrebas, en un large bassin aux eaux cristallines. En plus de ma tanière pour la nuit, j'étais au sec, avec de quoi m'hydrater, en toute sécurité.